Salut à toutes et tous, vous êtes propriétaire, futur acheteur ou simplement passionné. Vous avez certainement plein de questions concernant votre protégé ou celle dont vous rêvez depuis des années. Eh bien je vous le dis, vous avez cliqué sur le bon lien. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende des années 90, la Renault Clio Williams. Son histoire, ses qualités, ses défauts, son entretien. Bref, comment choisir la perle rare, on vous dit tout. Mais avant, surtout, pensez à vous abonner à la chaîne et à lâcher le pouce pour soutenir le contenu. Allez, c'est parti. Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une Clio que Frank Williams a donné son nom. Voilà ce qu'avait écrit Renault pour sa campagne de lancement pour sa Clio Williams. Un joli pied de nez au pur sang anglais et italien. Bouh, j'ai peur. Oui, je vous l'accorde, ils en ont fait un peu des tonnes sur ce coup-là. La vraie raison, c'est que Renault avait besoin d'aligner une auto en 2 litres pour le groupe A en rallye. Vous le savez, pour engager une auto en championnat, les constructeurs passent obligatoirement par la case homologation avec la construction dans cette catégorie de 2500 exemplaires taillés pour la route requis la première année. Mais Renault avait tout de suite senti la bonne affaire avec sa Williams et en produisent 3800. Oui. Et puis ils ont eu raison car sur 3 ans, il y en aura finalement 12 100. C'est pas beau ça? Pour couronner le tout, en 1992, Williams-Renault remporte le championnat du monde de Formule 1 avec Nigel Mansell. Donc évidemment, le constructeur ne laisse pas filer sa bonne étoile et exploite à fond cette victoire avec une voiture destinée au rallye. Autre coup de génie, son look. Sincèrement, on n'a pas encore testé les perfs de la bête qu'on tombe déjà sous son charme. Elle sort donc dans une livrée unique, le Bleu Sport 449, muni de jantes aluminium doré Speedline de 7 pouces de large. À l'intérieur, c'est aussi full bleu. Sous le capot, le F7R dérive du F7P de la 16S. Pour passer du 1,8 litre au 2 litres, sa course a été allongée via le vilebrequin emprunté à la 1,9 litre D. Attendez, c'est pas fini. Elle adopte également des arbres à cam aux lois d'ouverture spécifiques et à la levée augmentée. Des chemises réalisées, des pistons forgés, des bielles spécifiques, des soupapes d'admission plus grosses, des conduites d'admission polies, une culasse trempée et résinée, technologie issue de la Formule 1, s'il vous plaît, un collecteur d'échappement 4 en 1 en tôle et un carter d'huile cloisonné pour éviter le déjaugeage. Résultat, 150 chevaux au lieu de 137 sur la 16S pour un poids de 990 kg et des performances à l'avenant 215 km/h en vitesse de pointe, le 0 à 100 en 7 secondes 8 et un 1000 mètres départ arrêté en 28 secondes 9. En 93, c'est du costaud tout de même. Ce F7R est accouplé à une boîte de vitesse JC5 au dernier rapport allongé prévu pour encaisser 200 Nm de couple. Côté jeu de jambes, le train avant provient de la Clio Cup et les bras triangulés de la Renault 19 16S. Les amortisseurs, quant à eux, sont également plus courts. Dans sa carrière, 2 phases seront proposées. Celle-ci, c'est la première présentée en Corse en avril 1993 et commercialisée le 1er juin. Son prix, 129 500 francs. Au total, 5417 exemplaires sortiront des chaînes et numérotés sur une plaque en laiton à poser sur le tableau de bord. Ça on aime bien. La seconde sort en avril 1994. Elle a été produite à 6683 exemplaires, dont certains ont pu être aussi numérotés sur demande. Alors comment on peut reconnaître ces 2 phases? Sur la phase 2, une seule barrette de calandre au lieu de 2. Les baguettes sous les feux avant et la grille du bouclier sont peintes. Les optiques arrière sont sous un plastique fumé au contour arrondi et les encadrements des antibrouillards avant sont noirs au lieu de chromés. Le nom Clio ne figure plus dans la bande plastique entre les 2 feux arrière, mais au-dessus. C'est pas tout. L'essuie-glace arrière est de forme plus ronde, les baguettes de protection latérales sont plus grosses, les rétroviseurs extérieurs adoptent une forme différente et sont réglables électriquement. Les logos latéraux migrent des répétiteurs de clignotants vers les baguettes de protection. Le bouchon d'essence possède un renforcement pour la serrure. Le centre de volant est légèrement différent. La plage arrière adopte un poil court. La moquette de coffre vire au gris au lieu du bleu sur la première, et la trame des sièges est étendue sur les bourrelets de l'assise, au centre seulement sur la phase 1. Voilà, maintenant que vous savez tout, c'est devenu un collector hyper recherché qui dépasse largement les 25 000 € pour certains exemplaires en bon état. Mais attention, mauvaise surprise. Heureusement, notre expert FX est là, rédacteur en chef de Young Timers. Il vous délivre tous les trucs et astuces. Vous avez décidé de vous lancer dans l'achat d'une Clio Williams, suivez bien nos conseils. Pour commencer, les Williams sont souvent beaucoup roulées, elles ont pu être passablement maltraitées et comme toutes les bêtes de rallye, ce sont des autos de montagne avec tout ce que ça suppose en termes d'usure et de corrosion. La corrosion, parlons-en justement, c'est la maladie numéro 1 de la Clio Williams. La rouille sur la Clio Williams attaque les ailes arrière et les bas de caisse et ça remonte parfois jusqu'au contre-aile. C'est un mal tellement connu qu'on trouve désormais des kits tôlerie en vente sur le bon coin. C'est vraiment la maladie numéro 1 de la Clio
Clio Williams et en général, vous n'y échapperez pas. Souvent aussi, le berceau qui est couleur blanc cassé d'origine et les cieux arrière sont bien piqués en surface, mais ça c'est moins grave, ça peut se poncer et se repeindre, c'est pas un vrai problème. Et puis il faudra s'assurer aussi, évidemment, que l'auto n'a pas été gravement accidentée. Bref, vous l'avez compris, l'examen sur un pont est obligatoire. Petit point identification pour suivre, sur la plaque constructeur, on peut lire le numéro de fabrication en bas à droite dans l'ovale, qui commence par une lettre correspondant au site de fabrication. Exemple, F pour Flin. Le nombre qui suit se révèle en général un bon indicateur pour vérifier la cohérence de l'auto avec sa date de première mise en circulation. Plus il est élevé, plus l'auto doit être récente, sachant qu'on le redit, il y a eu 12 100 exemplaires produits, donc on peut considérer que ça va du numéro 1 au numéro 12 100. Le type et le numéro de moteur sont inscrits sur la plaque d'identification qui est rivetée sur le carter cylindre. Il doit lui aussi être proche du numéro de fabrication s'il n'a jamais été changé, et c'est la même chose pour la boîte de vitesse. Côté moteur, assurez-vous d'avoir bien celui d'une Williams parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au F7P de la 16S. À quoi est-ce qu'on les reconnaît? Sur la Williams, vous avez un collecteur en tôle et un bosselage sur le bas du moteur au niveau du vilebrequin. Ça, ce sont quand même deux bons indices pour repérer un vrai moteur de Williams. Rassurez-vous, si je vous ai fait un peu peur, il y a évidemment aussi des nouvelles rassurantes. Et oui, parce que pour le reste, le F7R, c'est du costaud. 200 000 km lui font vapeur, même s'il mange un peu d'huile, 1 demi-litre 1000 km, ça peut être la norme, et les poussoirs hydrauliques peuvent claquer un peu à froid si vous utilisez un lubrifiant trop fluide. C'est sans gravité. Tout comme la fumée bleue à la réaccélération qui est le signe de joint de queue de soupape usé. Ça non plus, c'est pas très grave tant que vous surveillez le niveau. De son côté, le joint de carter d'huile peut se mettre aussi à suinter. C'est beaucoup plus rare par contre. Petit point pression d'huile, toujours utile. À chaud à 90 degrés, vous devez avoir 3 bars et demi à 3000 tours et autour d'un bar 2 au ralenti. Si c'est pas le cas, pas de panique, le plus souvent c'est la sonde qui est en cause. La sonde d'origine n'étant plus disponible, il faudra monter une adaptable comme celle qui est proposée par Jet Autosport par exemple. Côté boîte de vitesse, la JC5 peut faire entendre ses synchros passer les 150 000 km, mais on connaît aussi des boîtes qui ont atteint les 200 000 sans avoir besoin d'être faites. Rayon finition, même si c'est quand même bien moins pire que sur les Renault des années 80, on a quand même les tissus de siège qui plissent, les plastiques des vides-poches qui se décolorent avec l'âge, le commodo de phare qui peut rendre l'âme, comme la pompe à essence immergée. Les jantes dorées, les fameuses, elles s'oxydent, elles ont souvent été repeintes, mais pas toujours dans le bon doré, malheureusement. Enfin, l'entretien se borne à une vidange filtre tous les 10 000 km, bougie et filtre à air tous les 20 000, et la courroie de distribution tous les 120 000 km, ou tous les 5 ans. Pour cette dernière opération, attendez-vous à en baver un peu, notamment s'agissant de la pompe à eau qui est peu accessible. Certains spécialistes déposent le moteur, quand d'autres démontent carrément une partie de la face avant, de toute façon ils n'ont pas le choix, y compris le radiateur. Bon à savoir, les modèles Export se reconnaissent en général à la molette de réglage des phares à gauche du tableau de bord et parfois la plaque sous le capot est remplie de zéro. Et enfin un petit fun fact, comme sur les Renault 5 Turbo, le numéro de la plaque ne correspond pas au numéro de production, il en est juste voisin. Donc en vrai on va pas se mentir, cette plaque en laiton, à part gonfler le prix, ça ne sert à rien, sinon peut-être à enrichir les petits malins qui les revendent à 900 € sur le bon coin. Bon alors, achat risqué ou pas? Alors Nicolas, il faut vraiment la mettre sur un pont pour s'assurer de l'absence de corrosion perforante. Sinon, on va au-devant de sérieuses dépenses, jusqu'à 3000 € et plus si c'est attaqué des deux côtés. Il faut pouvoir tester les pieds de cric avec justement un cric, mais ça, c'est pas sûr que le vendeur apprécie la blague. Surtout si les pieds en question sont fatigués, ça risque de passer au travers et ça fait toujours mauvais genre. Ok, mais le tuning, on en parle, non? Alors le tuning, non pas vraiment, parce que comme elle a toujours conservé une certaine cote, elle n'a pas trop été touchée. Bon évidemment, vous trouverez souvent un échappement plus sonore qu'à l'origine, le train arrière sera peut-être décranté, elle aura éventuellement reçu les jantes 16 pouces de la Groupa, mais rien de vraiment irréversible et la plupart des voitures que vous trouverez sur le Bon Coin, elles sont globalement assez proches de l'origine. Ah ça, on aime bien parler des prix. Ça vaut combien une belle Williams aujourd'hui FX? Alors les Clio Williams aujourd'hui ça ne monte plus, ça aurait même tendance à se tasser. Il faut compter 24 500 € pour une phase 2 en état correct, 27 500 € pour une phase 1 et 26 500 pour la série limitée Swiss Champion de 1995 qui a été limitée à 500 exemplaires. Donc on est plutôt sur un prix assez stable. Alors, en toute objectivité, une version à conseiller plutôt qu'une autre? Alors honnêtement, vu qu'elles sont toutes bleues à jantes dorées, il faut viser le meilleur état possible. Alors sachant qu'il y avait quand même un peu plus d'options disponibles sur les phases 2, on pouvait avoir la radio cassette 4x6 watts avec commande au volant, et sur les versions suisses, il y avait aussi le tout au vent électrique. Donc la question c'est quand même, est-ce qu'il faut payer 3000 € de plus pour une phase 1 numérotée? Ça franchement, j'en suis vraiment pas sûr. Bon, c'est l'heure du mot de la fin. Alors tu sais ce qu'on dit Nicolas, une Williams ça pue toujours un peu le framéto, mais l'essayer c'est l'adopter. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, le Frametto c'est de l'anti-rouille. Et promis, on n'a pas sponsorisé la vidéo, hein. Enfin peut-être qu'on aurait dû finalement. Bon, n'oubliez pas de liker cette vidéo et on revient très vite pour de nouveaux conseils, une nouvelle histoire, un nouveau collector. Et puis pour ne pas louper, abonnez-vous à notre chaîne. Ciao!